Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission du jeudi en toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service des citoyens et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité est un ancien général, même si on dit qu'un général ne va jamais à la retraite, ancien ministre, et donc un homme brillant, aujourd'hui président de parti politique, la Ligue démocratique pour le changement, vous l'aurez compris, notre invité, le général Moussa Senko Coulibaly. Général, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je disais en introduction qu'un général ne part jamais à la retraite. Vous confirmez, non? Disons que ce n'est pas seulement que les généraux. Oui. Je pense que de façon générale, tous les Maliens restent disponibles en tout temps, en tout lieu pour notre pays. Okay. Donc, bien évidemment, moi aussi, je fais partie de cette catégorie. D'accord. Alors, on va parler des questions d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de l'ensemble des questions d'actualité, des sujets d'intérêt national. Il y a cette question du retrait du Mali de la CEDEAO. Les autorités maliennes qui avaient annoncé le retrait avec effet immédiat du Mali de la CEDEAO. On peut même parler de 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui décident de quitter la CEDEAO. Bon, justement, qu'est-ce que les Maliens eux-mêmes pensent de cette actualité? On va justement écouter ce micro-trottoir et on revient juste après pour commenter et analyser. Il y a une forme de souveraineté. N'a bora la se ga ta demenu n'a manga de mangu toala parce que c'est un follow là an yele ga coup d'état ou amaro bien wanga frontière datu ka klara sans faire sera datu wana no ante sigata oroshi commerçant mano wa marché ngana utiga siga baraye ko jamana ga to o jekulu kono na willa avant sanctionner ni munga dawe aba foga wo kanga jamana kono are bina na ga mogoy are ba keta ante jenu. J'ai été très surpris par la décision de ces 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, de se retirer de la CEDEAO. Je ne m'y attendais pas du tout. Alors, ils sont retirés, nous sommes mis face au fait accompli. La question que je me pose, c'est est-ce que les autorités de ces 3 pays ont pris suffisamment le temps de mesurer les conséquences de cette décision? Lorsqu'on passe 49 ans, voire près de 50 ans dans une organisation, on est d'une manière ou d'une autre lié par les États membres. Lorsqu'on décide de se retirer, il y a naturellement des conséquences. C'est un coup dur en fait. En fait, nos États sont faibles et ils ont besoin de s'unir pour pouvoir se faire entendre. Tellement qu'à Nisodia et Rebana, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut dire. Finalement, on est vraiment en train ala anga latika la sabatika. A djara nyebi a djara abunyarama na kera kavoko alibi ko Nisodia ko ntume jamana kono. Ce qui veut dire que alibi transition tout masigi quoi. Maintenant, transition, c'est grâce à ça. Maintenant, on est content, on est très très content vraiment. Alaka chini kenya dama. Sida okoni, alaka anina ko, alaka na douan kungulo la blé, alaka na dou moko kungulo la mali ngono quoi. C'est une parfaite idée même, on peut dire ça. Parce que Mali pour les CEDEAO là 600, on a bien eu qu'il y a tellement d'avantages là-dessus. Parce que depuis Mali commencé à autopropulsion on a su bien qu'il y a beaucoup de changements quoi. Si une grande partie des Maliens soutiennent la décision du retrait de la CEDEAO, de nombreux autres citoyens les désapprouvent. Moi j'ai vécu ça. Population est dans CEDEAO est correct du population est dans CEDEAO est objectif est du de un en autorité tout nga bot télé la ko nyefo ka CEDEAO na fa nyefo CEDEAO aklina na to mina ko nyefo. Vous savez que le Mali c'est un pays d'intégration, un pays qui a décidé en toute souveraineté de léguer une partie de son territoire pour faire l'unité africaine. Et partant de cet état de fait,
Je crois que le Mali doit rester dans la CEDEAO. Pour certains, l'appel du ministère de la Jeunesse et des Sports à une mobilisation populaire pour soutenir la décision gouvernementale ne changera rien. On n'a pas été concerté en amont. À quoi ça sert de faire sortir la jeunesse? L'État a pris la décision, l'État doit s'assumer. Peut-être qu'ils ont mûrement réfléchi. Moi, je sais que ça va être très compliqué. Par exemple, si on prend la libre circulation des personnes, c'est une réalité, même souvent s'il y a des obstacles. Et nos populations circulent librement entre ces États. Yacouba Coulibaly, comme tant d'autres, interpelle les autorités à revenir sur leurs décisions. Il y a la procédure qui est là. La procédure nous suit durant une année. Bon, puis, est-ce que CEDEAO son décision, parce que transition mécénat, ce n'est pas un pouvoir qui est légitime, ce n'est pas un pouvoir qui est légal. La légitimité d'un pouvoir, mobilisation, boulevard au centre, pouvoir la légitimité est urne. La question est de savoir quel est le plan après ce retrait. Et si le Mali doit se retirer, qu'est-ce que le gouvernement a à proposer à sa population? D'autant plus que nous sommes dans une transition. Et cette transition, on peut dire, faille à quelques missions. Déjà sur les missions de développement. Dans leur communiqué conjoint, les États de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger ont annoncé leur retrait avec effet immédiat. En réponse, la CEDEAO les reconnaît toujours comme membres importants de la communauté et elle entend trouver une solution négociée. Oui, c'était là un élément signé. Le premier élément, c'était Aboubakar Sangari. Le deuxième, Makan Fofana. Bon, micro-trottoir, l'avis de l'inexpert. Hein. Oui, donc, mais on voit que pour certains, c'est une bonne chose. D'autres pensent aussi que c'est une décision qui n'a pas été... qui n'est pas une décision concertée. Hein, donc, que le Mali devait prendre le temps d'analyser tout ça. Général, Moussa Senko Coulibaly, vous, qu'est-ce que cela a inspiré cette décision? Qu'est-ce qu'elle inspire à la Ligue démocratique pour le changement? Encore une fois, merci pour l'opportunité qui nous est donnée ce soir de nous prononcer sur l'actualité nationale, de donner nos points de vue, nos orientations, nos propositions de solutions. Permettez-moi d'avoir une pensée pour tous nos militaires, nos forces de défense et de sécurité, tout le personnel civil aujourd'hui qui se battent au quotidien pour que le Mali reste debout, qui se battent pour notre sécurité, qui se battent pour notre tranquillité, qui se battent pour notre liberté de mouvement sur le territoire national. Et une prière pour ceux qui sont décédés pour la cause du Mali et des vœux de rétablissement pour ceux qui sont handicapés, ceux qui sont blessés. Et vous avez posé la question, le Mali a exprimé sa volonté de se retirer de la CEDEAO en essayant de former ce qu'on a appelé l'AES, une alliance avec le Burkina Faso et le Niger. Je dis ceci, le Burkina Faso est un pays ami, un pays frère. Le Niger est un pays ami, un pays frère. Si le Burkina est un pays frère, si le Niger est un pays frère, la Côte d'Ivoire ne l'est pas moins. Le Sénégal ne l'est pas moins. L'Algérie ne l'est pas moins. La Guinée ne l'est pas moins. Le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, le Bénin, le Togo et le Nigeria. Donc, si tous ces pays sont des pays frères, nous souhaitons que nous restons dans l'ensemble plus grand. Si nous aimons les Burkinabés, si nous aimons les Nigériens, nous devons aimer autant les Ivoiriens, et les Sénégalais, tous les pays voisins, les Mauritaniens, les Algériens. Et c'est pourquoi, pour nous, au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, notre philosophie, c'est de dire plus l'ensemble est grand, mieux c'est. Il y a une vérité universelle qui dit que l'union fait la force. Nous croyons jusqu'à preuve du contraire qu'il faut aller vers l'union, les ensembles beaucoup plus grands.
Aussi, ce que je vais dire, en fait, pourquoi nous insistons sur ce point et que nous voulons aller vers des ensembles beaucoup plus grands, nous considérons que en fait, la CEDEAO, ce n'est qu'une étape vers l'unité continentale. Et ça a été la philosophie depuis la création de la République du Mali. Et l'hymne national du Mali, qui a été créé, disons ça comme ça, en 1962, et par Modibo Keïta, Serou Badian Kouyaté, Bazoumana Bassissoro, etc. Qu'est-ce qui est dit dedans? Un peuple habite une fois pour une Afrique unie. En fait, ça fait 62 ans. Et là-dedans, c'est dit, nous faisons le serment de faire l'Afrique unie, et etc., etc. Donc, ça fait 62 ans que nous disons tous les matins que nous nous battons pour l'Afrique unie. Nous, en tant que parti politique, la Ligue démocratique pour le changement, nous sommes fidèles aux idéaux des pères fondateurs de l'indépendance. Nous ne pouvons pas accepter une seule seconde, croire que pendant 62 ans, que tous les Maliens se sont trompés en disant qu'il faut aller vers l'unité africaine. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Et quand on était jeunes, le chant des pionniers, qu'est-ce qu'on nous disait? Nous faisons le Mali, nous faisons l'Afrique, même s'il faut notre sang, nous irons de l'avant, même s'il faut notre sang, nous irons en courant. C'est cette philosophie qui fait partie de la philosophie de la Ligue démocratique pour le changement. Nous pensons qu'il faut aller vers l'unité africaine. Je pense que ceux qui ont combattu, qui se sont battus, qui ont obtenu l'indépendance, ils ont vu clair, ils ont vu loin. Et aujourd'hui, nous devons tout faire pour continuer sur ce chemin. Et régulièrement, on nous disait, il faut tout faire pour éviter la balkanisation, il faut que l'Afrique soit un continent uni, prospère, etc. Je pense que le cheminement passe par l'unité, ça passe par l'intégration et non ce qu'on a appelé la balkanisation, l'isolement, etc. Donc aujourd'hui, j'ai dit, être avec le Burkina Faso, être avec le Niger, c'est bien, c'est très bien, c'est des pays frères, mais les autres aussi, ce sont nos frères. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit avec certains frères et qu'on abandonne d'autres frères. D'accord. Pour vous, qu'est-ce qui peut justifier au moins cette décision? Vous avez dit que pendant 62 ans, que personne n'a mis en cause peut-être l'utilité de la CEDEAO, peut-être l'utilité, si je peux parler ainsi. Et du coup, aujourd'hui, trois gouvernements, trois États qui décident carrément de sortir de la CEDEAO, qui disent clairement que la CEDEAO elle est inefficace et qu'elle ne répond pas justement à dire aux idéaux des pères fondateurs. Je ne suis pas sûr que le Burkina Faso, le Niger et le Mali, que nous soyons dans les mêmes situations. Nous n'avons pas les mêmes histoires. Le Mali, nous avons eu un empire par le passé qui a régné sur toute la sous-région. L'empire du Mali a son apogée à l'aide de la mer Méditerranée, et à la forêt équatoriale, de l'Atlantique à la mer Rouge. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des populations maliennes au Soudan, au Tchad, au Nigeria, et au Cameroun, même en Arabie Saoudite, au Maroc, en Algérie, en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, en Côte d'Ivoire, dans tous les pays de la sous-région. Donc nous n'avons pas la même histoire que le Burkina Faso, que le Niger. Nous avons des populations, des Maliens dans tous ces pays. Donc je ne vois pas comment nous pouvons décider de tourner le dos à ces Maliens. Nous devons tout faire plutôt que nous soyons dans un ensemble où tous les Maliens peuvent se retrouver. Et cet ensemble, ça se construit avec les pays où il y a des populations maliennes. Et nous, notre parti politique, nous croyons fermement que, et comme nous insistons beaucoup sur la préservation de l'identité culturelle malienne et la mise en valeur de l'identité culturelle malienne, ça se passera avec l'intégration avec les autres pays. Donc, pour moi, la CEDEAO est un instrument fort pour aller beaucoup plus loin, intégrer le continent en entier. Donc, nous nous battons pour ça. Oui, mais est-ce que vous pensez, sans être expert de la question, est-ce que vous pensez que ce retrait a des chances peut-être
a des chances de passer, et que la CEDEAO, peut-être après analyse, accepterait que ces 3 États puissent quitter l'espace CEDEAO, par exemple? Oui, avant de répondre à cette question, en fait, la question de retrait ou de maintien, disons ça, comme ça, c'est d'abord une question, en fait, philosophique, civilisationnelle. Quelle est notre conception de la vie avec les autres? Qu'est-ce que nous voulons faire avec les autres? Est-ce que nous voulons être isolés? Est-ce que nous voulons être avec les autres? En fait, quand tu regardes, en fait, le Mali est un vieux pays, c'est-à-dire que notre histoire est une histoire millénaire. Quand tu regardes même la fondation de l'Empire du Mali, en fait, les pères fondateurs de cet empire ont toujours cherché à intégrer les peuples de la sous-région. Ils ne se sont pas limités à l'espace de départ, ils ont toujours cherché à aller vers les autres. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, on a des populations au Soudan, un peu partout. Ouais. Donc, ça a été ça la philosophie. Et c'est cette philosophie qui a présidé aussi à la création de la République du Mali. Modibo Keïta est venu, il a fait partie des présidents qui ont mis en place l'organisation de l'unité africaine. Moussa Traoré est arrivé, il a continué sur la même lancée, ils ont créé la CEDEAO, Alpha Omar Konaré est venu, a continué sur la même lancée, ATT, etc. Ils ont toujours continué à créer et à renforcer les ensembles qui ont été créés en se disant c'est ça le sens de l'histoire, c'est ça la marche naturelle de l'histoire. Et aujourd'hui, j'aimerais, la Ligue démocratique pour le changement aimerait qu'on puisse continuer sur cette voie. Indépendamment de l'évolution qui va être, qu'on va avoir, que le Mali arrive à se retirer, à ne pas se retirer, qu'il y ait une négociation avec la CEDEAO ou pas avec la CEDEAO, nous pensons que ce qui a été décidé depuis Kouroukan-Fouga jusqu'à maintenant, ce qui a été décidé le 22 septembre 1960, ce qui a été décidé le 9 août 1962 et mis dans notre hymne national, nous pensons que toutes ces personnes ont eu raison et que aujourd'hui, c'est plutôt vers cette démarche qu'il faut aller et c'est sur ce chemin qu'il faut continuer. Ok. Moussa Sinko Coulibaly, à un moment, les autorités de la transition avaient parlé d'un léger report de la présidentielle. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de date pour la future présidentielle. Est-ce que vous pensez que élection, retrait de la CEDEAO, est-ce que vous trouvez un lien? Élection et retrait du Mali de la CEDEAO. Non, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Non, pas forcément. Okay. Je pense que les conditions sont réunies pour aller à l'élection présidentielle. Et je pense que, à mon avis, nos relations avec la CEDEAO, il ne faut pas lier ça à l'élection présidentielle. S'il y a des liens, je ne vois pas pourquoi mettre un lien. Mais ceci dit, pourquoi nous n'allons pas aux élections? En fait, je pense qu'il y a un certain nombre de confusions qu'on a créées qu'il faut lever. En fait, on a installé une peur de l'élection ici, au Mali. En fait, on a expliqué aux gens que transition, ça veut dire patriotisme, et que régime élu, ça veut dire défaut de patriotisme. On a créé cette confusion, et là, beaucoup de gens sont en train de dire, si c'est le cas, il faut continuer dans une transition tant qu'on peut, et même de façon éternelle. Il faut dire aux Maliens que, en réalité, au Mali, j'ai envie de dire que le patriotisme est dans notre ADN. Le Malien est naturellement patriote. Pourquoi je le dis? Quand on regarde tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête du Mali, en prenant Modibo Keïta, janvier 61, qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux pas de troupes étrangères sur le sol national. Quand tu prends Moussa Traoré, la conférence de la Baule, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, notre démocratie, nous irons à notre rythme. Alpha Omar Konaré, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, je ne vais pas aller à Dakar. Vous vous souvenez de ça? ATT, quand il est arrivé au pouvoir, il dit, l'accord de réadmission que je ne vais pas signer. Dionkounda est arrivé, il a dit, je ne vais pas faire l'élection sur une partie du territoire parce que ce serait consacrer la partition du Mali. Quand Ibeka est arrivé, il dit, on m'empêche d'aller à Kidal, il a dit, nous ne sommes pas des gueux, etc. Vous vous souvenez de tout ça? Et quand Aya était là, il y a eu le concept zéro tolérance. En fait, tous les chefs d'État du Mali, sans exception, chaque fois qu'il s'est agi des intérêts des Maliens, quand il s'est agi de la dignité de l'homme malien,
quand il s'est agi de la protection des Maliens, les chefs d'État n'ont jamais tourné le dos au peuple malien. Donc, ce n'est pas une question de transition ou de régime élu. Je pense que quelle que soit la personne qui va être à la tête du Mali, la personne va défendre les intérêts du Mali et des Maliens. Parce que ça a tout le temps été comme ça. Et les choses que je viens de citer, je pense que tout le monde peut vérifier et ça se démontre facilement. Ça, c'est la première confusion. Donc, nous disons au niveau de la démocratique pour le changement qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui sont patriotes, qui sont des bons Maliens, et de l'autre côté ceux qui ne sont pas patriotes et qui seraient des mauvais Maliens. En disant ceux qui sont patriotes soutiennent la transition et veulent qu'on reste éternellement dans la transition, et les autres veulent autre chose. Ça, c'est la première confusion. La deuxième confusion, on a essayé de faire croire aux Maliens que la démocratie ne vient pas de chez nous, ça vient d'ailleurs. Et vous vous rappelez, le général Moussa Traoré, c'est lui qui a eu à dire que la démocratie malienne est plus ancienne que la civilisation française. Vous vous rappelez de ça? En fait, nous sommes la première nation démocratique de l'ère moderne. Nous avons créé la première constitution. Donc, si nous nous rappelons un peu d'où nous venons, il n'y a pas de raison qu'on ait peur de la démocratie. Parce que là aussi, on a créé une confusion. On a dit aux gens, non, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Et nous, la démocratie a existé ici bien avant et les autres pays. Donc, on ne doit pas avoir peur de demander la volonté du peuple. Ça a été comme ça. Quand les pères fondateurs de l'Empire du Mali ont mis en place la charte de Kouroukanfouga, ils ont tout mis dedans. Il faut consulter le peuple, il faut donner la voix au peuple, il faut respecter la volonté du peuple. C'est fondé sur des valeurs de solidarité, d'amitié, de coopération, de bon voisinage. C'est ça le Mali. Et nous, en tant que parti politique, nous nous réclamons de cette origine. Nous revendiquons notre héritage culturel. Nous revendiquons notre civilisation, nous revendiquons notre population, je vais dire notre passé. C'est de là que nous tirons notre inspiration. Donc, quand nous disons que nous devons renforcer la démocratie, en fait, c'est quelque chose qui est né ici, qui est parti d'ici et qui est toujours resté ici, que nous devons travailler. Ensuite, et la troisième confusion, peut-être je vais me limiter à ça, on a essayé de faire croire que notre problème, c'est les autres. Il y a eu l'épisode de la France, de Barkhane, de G5 Sahel, de Takuba, de l'aménagement et aujourd'hui, c'est la CEDEAO. Je pense que notre problème, c'est nous-mêmes. Notre problème, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas les autres. Les autres sont là éventuellement pour tisser des relations d'amitié, comme nous pouvons faire avec les autres, de coopération. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Et si nous sommes descendants des héritiers des grands ensembles, nous ne pouvons pas avoir peur de la compétition internationale. Nous ne pouvons pas avoir peur d'aller vers les autres. Et quand on parle de souveraineté, je pense que la souveraineté, ce n'est pas en restant entre nous-mêmes. La souveraineté, c'est par rapport aux autres. La souveraineté, c'est arriver dans la même cour que les autres et arriver à imposer son point de vue. Quand vous vivez seul sur une île déserte, si vous dites que vous êtes le roi, vous dites que vous êtes le chef de village, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il faut aller avec les autres. Pour parler de souveraineté, pour que ça ait un sens, il faut aller avec les autres. Ok, il faut aller avec les autres, il faut être avec les autres. Oui, mais il y a de plus en plus, il y a un discours officiel des autorités de la transition qui disent clairement, voilà, des voix officielles qui disent que la démocratie doit venir après la sécurité. Voilà. Est-ce que c'est un nouveau discours? Qu'est-ce que ça vous inspire le plus souvent? Ou bien les deux doivent aller ensemble, démocratie et sécurité doivent aller ensemble, mais de plus en plus on entend ce discours que la démocratie vient après la sécurité. Donc c'est comme si dans le discours officiel on veut d'abord sécuriser l'ensemble du territoire national et quand on aura fini avec ça, on va à ce moment-là se pencher sur la question de l'élection. Oui, il faut respecter chaque point de vue. Mais nous pensons que c'est la démocratie qui va apporter la sécurité. C'est une bonne organisation de notre société qui va apporter la sécurité. La prise en compte du point de vue de l'ensemble des Maliens, c'est ça qui va apporter la sécurité. En fait, la sécurité est un défi permanent.
il n'y a jamais de sécurité absolue et il n'y aura jamais un État dans lequel on va dire maintenant on a atteint un niveau de sécurité, c'est définitivement acquis et on va aller dormir et puis on fait autre chose. Non, en fait c'est un défi de tous les jours et le pouvoir de transition est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Et les régimes qui vont venir après vont évaluer la situation et continuer à défendre les citoyens maliens. Là, il n'y a pas de doute. Donc aujourd'hui, dire qu'on va faire une hiérarchisation entre démocratie et sécurité, en réalité, la sécurité est à l'intérieur de la démocratie. Okay. La sécurité à l'intérieur de la démocratie. Est-ce que vous, au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, vous avez l'impression, vous avez l'intime conviction que les autorités sont en train de travailler pour justement aller à une élection ou à des élections? Il faut prendre les choses comme ça se communique officiellement. Les dates qui avaient été convenues avec la CEDEAO, c'est février-mars 2024. Et la communication officielle du gouvernement, c'est un léger report. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous nous en tenons à cette déclaration. Nous nous préparons pour les élections. Nous travaillons sur notre projet de société. Nous avons des équipes sur le terrain pour expliquer notre projet de société. Et nous allons demander aux Maliens de nous accorder leur confiance. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de tous ces discours-là qui pratiquement vilipendent par exemple la classe politique? On peut même dire que la classe politique aujourd'hui est vouée aux gémonies. Qu'est-ce que c'est là, ce nouveau discours? Est-ce que ça rentre c'est en droite ligne avec ils sont des bons et les mauvais Maliens? Voilà. Non, il faut faire de la politique. La politique est une activité. Est-ce que vous entendez le discours qui peut-être de cette partie de l'opinion qui préfère les militaires à vous? Peut-être vous êtes militaire, aujourd'hui vous êtes dans la politique, mais qui vous préfère les militaires aujourd'hui aux politiques. Est-ce que vous entendez ce discours? Ça aussi, c'est une des confusions qui s'est installée. Je pense que le militaire aujourd'hui au pouvoir peut apporter des solutions là où il y a eu des actions timides des politiques. La politique, c'est tout simplement participer à l'organisation de la cité, c'est pas autre chose. Quelqu'un qui dirige un État, quelles que soient ses origines, c'est d'abord un homme politique, parce qu'il fait de la politique. Quelqu'un qui est ministre, qu'il soit sous uniforme ou pas, c'est un homme politique. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe sur les appellations et sur les désignations. Okay. Aujourd'hui, tous les acteurs de premier plan de la transition sont des politiques. Donc, quand on veut juger les politiques, c'est toute personne qui gère les affaires publiques. Ensuite, si à un moment, les acteurs qui ont eu la chance de diriger ce pays ont eu du mal à avoir des résultats ou ont eu du mal à mettre en place les processus qui devaient permettre de renforcer notre démocratie, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter le concept de démocratie. Non, le concept de démocratie est un bon concept. Nous croyons fermement à la démocratie et il faut travailler pour ça. Bon, maintenant, quand on dit les hommes politiques, ils n'ont rien fait, à mon avis, il faut relativiser. En fait, la faute, c'est de tous les côtés. En fait, l'homme politique n'a peut-être pas été à la hauteur des espérances qui ont été placées en lui, mais derrière aussi, peut-être que les citoyens n'ont pas été exigeants avec les hommes politiques. Donc, peut-être qu'il faut passer à une nouvelle phase où on va demander aux hommes politiques, aux acteurs de la gouvernance d'être plus performants, mais aussi on va demander aux citoyens de demander des comptes à ceux qui les représentent. D'accord. Oui, aujourd'hui, est-ce que si on doit faire des élections, est-ce que vous, au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, est-ce que vous êtes favorable à une candidature, par exemple, du président de la transition? Est-ce que vous êtes favorable à ça? Voilà. Je pense que dans un pays, il y a des textes qu'il faut respecter. Il y a la Constitution, il y a les lois, mais aussi, dans cette période particulière, il y a la charte de la transition. En réalité, c'est le respect des textes qui permet à une démocratie de fonctionner, à un État d'avoir des repères. Si on ne respecte pas les textes dans un pays, ben finalement, c'est quoi le repère? Donc, pour moi, la charte de la transition doit être respectée, la démocratie, enfin, la Constitution doit être la boussole, et voilà. Donc, la charte de la transition, pour nous, est assez claire. La charte de la transition dit que les acteurs de la transition ne sont pas candidats.
Et c'est ce que nous disons et c'est ce que nous retenons. Okay. Mais la transition, c'est avec le Mali et la CEDEAO. Et le Mali aujourd'hui qui dit qu'elle ne reconnaît plus la CEDEAO. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça ne serait pas... Est-ce que ça ne va pas se jouer à l'interne entre vous et les autorités de la transition? La charte de la transition a été rédigée à l'issue d'une concertation qui a été menée entre Maliens. Ce sont les Maliens qui ont convenu du contenu de la charte de la transition, qui ont validé ça. Et bien évidemment, puisque nous sommes dans un ensemble sous-régional et qu'il y a des accords politiques et économiques qui nous lient aux autres pays, il fallait bien évidemment intégrer les points de vue et les avis des autres pays. Ce n'est pas la CEDEAO qui nous a imposé la charte. La charte a été écrite au Mali par les Maliens. Donc ensuite, comme j'ai dit, en fait les élections, on ne fait pas ça pour la CEDEAO. Les élections, nous faisons ça pour nous-mêmes parce que nous pensons que le peuple doit s'exprimer et que le peuple doit donner sa confiance à une équipe qui pourra légitimement représenter l'État partout où besoin sera. Oui, mais si la classe politique ne sort pas de son mutisme pour réclamer des dates pour des élections, est-ce que vous pensez que la transition, est-ce qu'elle serait pressée pour faire des élections si vous-même, parti politique, vous ne mettez pas la pression pour demander des dates? À mon avis, ce serait dommage que la transition attende qu'on mette de la pression ou qu'on fasse du tapage pour aller aux élections. Non. Je pense qu'ils aiment bien ce pays et qu'ils comprennent bien qu'à un moment, un régime d'exception, et ça a ses limites, et qu'il faut aller à un régime légal et légitime qui peut coopérer et travailler avec tous les autres pays, casser l'isolement du pays. À mon avis, les difficultés que nous vivons actuellement, les autorités de la transition sont les premiers à en avoir conscience. Donc, à mon sens, et quand même c'est mon souhait, il n'y a pas besoin de mettre la pression, il n'y a pas besoin de faire du tapage. Mais aussi, en fait, je dis bien, la classe politique n'est pas muette. Okay. Il y a des partis politiques qui soutiennent la transition, ils le font savoir. Et il y a d'autres qui ont des positions contraires, qui font savoir aussi. Voilà. Donc, à mon avis, il faut écouter tout le monde. D'accord. Oui, il y a aussi la question de l'EDM, l'électricité, l'énergie, EDM, l'énergie du Mali aujourd'hui, qui est pratiquement au bord de la faillite. Hein. Les Bamakois, les Maliens de l'intérieur sont dans le noir, c'est l'obscurité partout. Et cette question de l'EDM, est-ce que ça vous interpelle aussi au niveau de la Ligue démocratique pour le changement? C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit des coupures d'électricité records et ce n'est pas joli. Oui, effectivement, EDM a de grosses difficultés. La fourniture de courant est devenue un luxe. Ça paralyse beaucoup d'autres secteurs. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation, quand je disais qu'on a fait croire que notre problème, c'est les autres. Je suis heureux de constater que jusqu'ici, dans le dossier EDM, on n'a pas dit que ça vient de l'extérieur, qu'on a accepté et reconnu que s'il y a eu faute, c'est d'abord nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense que tous les Maliens souhaitent avoir le courant. Je pense que les acteurs de la transition souhaitent donner le courant. Je pense que les responsables de EDM souhaitent donner le courant. Mais malgré toute cette volonté, je suis convaincu que les 25 millions de Maliens aujourd'hui souhaiteraient qu'on trouve une solution. Il n'y a pas de solution. D'où peut-être dire que seul on ne peut pas. Et que dans certaines situations, on a besoin d'autres. Et qu'il ne faut pas s'isoler. C'est pourquoi nous disons et nous insistons qu'il faut rester dans les grands ensembles. Je pense que pour le problème de EDM, la solution à très court terme, il faut aller chercher hors du Mali. Malheureusement, je ne sais pas si pour le moment c'est cette voie sur laquelle on est en train d'aller. Mais aussi, la grosse peur, c'est quoi? Les difficultés de EDM, il y a un risque de contagion sur d'autres secteurs. C'est-à-dire que EDM est, j'ai envie de dire, des grosses difficultés presque au bord de la faillite, pour dire les choses simplement, mais les répercussions sur les autres secteurs, le secteur de la santé,
le secteur de la distribution, les différentes chaînes de froid qui ont besoin d'énergie pour aller depuis la production jusqu'au consommateur. Toute cette chaîne sera désorganisée et pourrait amener beaucoup d'autres secteurs aller vers la faillite. Et ça, ce serait inquiétant. Donc je pense qu'il est urgent que tout le monde s'y mette, en premier lieu les autorités. Quand vous dites que il n'y a pas de solution, ça veut dire que... Je dis en interne. À l'interne, donc ça veut dire que les Maliens doivent encore patienter pour l'électricité, c'est ça? On a déjà patienté, ça fait plusieurs mois. Et je pense que s'il y avait des solutions à très court terme, je pense que le gouvernement se serait fait le plaisir de nous communiquer ça. Donc, à défaut de communication, je suppose que il n'y a pas de proposition de solution sur le très court terme. Donc, les gens s'organisent comme ils peuvent, mais ce n'est pas ça. Par exemple, nos industries ont besoin de courants spécifiques pour faire de la production. Sans EDM, ça va être difficile. Donc, ça veut dire que le secteur industriel, si EDM est à l'arrêt, que ce secteur industriel aussi sera à l'arrêt. Et toutes les répercussions qui vont sur derrière. Donc, en fait, c'est toute l'économie, la chaîne économique nationale qui est en danger actuellement à cause des difficultés de Est-ce que c'est aussi pas un problème d'argent? Parce que certains pensent aussi, certains observateurs pensent que les caisses de l'État sont vides, qu'il n'y a pas d'argent, ce qui pourrait expliquer aussi c'est des délestages records. Ben, je ne sais pas. Je crois que j'ai écouté le ministre de l'économie il n'y a pas très longtemps. Il a semblé dire que l'économie malienne se porte bien et que on a eu un taux de croissance élevé et que les perspectives sont bonnes. Donc, je suppose que l'argent est disponible. Si ça vient du ministre de l'économie. Donc, si l'argent est disponible, à mon avis, peut-être que le problème est ailleurs. Okay. D'accord. Parlons maintenant du dialogue intermalien proposé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, l'accord d'Alger, qui est en danger, il faut le dire, parce que le gouvernement dit qu'il sort de cet accord qui est désormais caduc et qui propose un dialogue intermalien. Le dialogue intermalien, pour vous, et puis il y a aussi une commission qui a été mise en place depuis quelques jours, la liste des membres avait circulé. Est-ce que la Ligue démocratique pour le changement va participer à ce dialogue, à ce nouveau dialogue? Voilà, on peut même parler de énième dialogue. Voilà. L'équipe a nos encouragements, nos bénédictions. Toute initiative en disant il faut que les Maliens parlent entre eux, nous l'encourageons. Si c'est pour remplacer l'accord d'Alger par ce dialogue intermalien, peut-être qu'il aurait fallu faire ce dialogue intermalien, arriver à des conclusions, ensuite, et éventuellement décider de passer à une autre phase de l'accord d'Alger. À mon avis, l'accord d'Alger, comme j'ai dit, il y avait des mécanismes à l'intérieur. Il aurait fallu utiliser ces mécanismes. Ça n'a pas été le cas. On est allé à la rupture. Maintenant, il faut regarder vers l'avant et continuer à privilégier la voie du dialogue, la voie de la négociation et non la voie des armes. Okay. Oui, parlons maintenant de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'AES, peut-être qui sait, dans les jours à venir, peut se mieux en fédération. Voilà, et surtout que les trois États décident de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'AES et l'Alliance des États du Sahel? Est-ce que c'est une alliance circonstancielle pour des intérêts immédiats ou des intérêts circonstanciels, ou c'est une vraie volonté d'intégration régionale, sous-régionale? Bon, nous, au niveau de la Ligue, comme j'ai dit, nous pensons que à l'intérieur de la CEDEAO, quels que soient les accords particuliers entre deux pays de la CEDEAO, si ça permet de renforcer la CEDEAO, si ça permet d'aller vers plus d'intégration, il n'y a aucun problème. Mais notre difficulté est que on est en train de jouer AES contre les autres pays. C'est ça une difficulté pour nous. Nous, on ne veut pas jouer un frère contre un autre frère, un ami contre un autre ami. Nous voulons être avec tous nos frères, avec tous nos amis, au niveau de la Ligue démocratique pour le changement. C'est ça qui est dérangeant. Mais sinon,
Par le passé, le Mali a essayé la fédération avec le Sénégal, avec la Guinée, avec le Ghana, avec le Bénin. Bon, voilà. Et même à un moment, le Burkina et le Mali étaient un seul pays. Bon, voilà. C'est pas quelque chose de nouveau. Si 2 pays arrivent à fédérer, 3 pays arrivent à fédérer, c'est tant mieux. Mais il ne faut pas que ça soit contre les autres pays et que on s'isole au lieu d'aller vers l'unité qui doit être recherchée à tout moment. Okay. Donc aujourd'hui, notre envie, notre conseil, notre souhait, c'est toujours essayer d'aller vers les ensembles beaucoup plus grands qui vont nous permettre, comme on l'a dit, l'union fait la force, et d'être plus fort. Parce que, pour rappel, les pères de l'indépendance, ils n'ont pas dit qu'il faut aller vers les grands ensembles pour rien. Parce qu'ils ont dit, si on a été colonisé, c'est peut-être parce qu'on a été divisé. Si l'esclavage a sévi chez nous pendant des siècles, c'est parce que nous avons été divisés. Nous avons appris la leçon, on va éviter la division. Si nous ne sommes pas divisés, nous serons plus forts. Si nous sommes plus forts, nous allons éviter les erreurs du passé. Donc, encore une fois, au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, nous croyons en cette philosophie, en cette lecture du passé du Mali et de notre continent, et nous pensons que nous devons continuer sur ce chemin. Ok, et toujours, parlons toujours de diplomatie, le Mali et l'Algérie, le Mali et l'Algérie aujourd'hui, le torchon brûle entre les deux pays voisins, les 2 pays frères. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour une normalisation des relations parce que le ton monte, le ton n'est pas diplomatique. Comment vous voyez un peu l'avenir des relations entre le Mali et l'Algérie? Oui, entre frères, il peut exister des difficultés. Okay. Ce que nous proposons, c'est qu'une délégation de haut niveau du Mali se rende à Alger pour discuter avec les Algériens, ou que nous invitions une délégation de haut niveau de l'Algérie à venir à Bamako pour discuter. Je pense que voilà, il ne faut jamais aller à la rupture. Okay. L'Algérie est un pays ami, est un pays frère, est un pays important pour le processus de paix au Mali, est un pays important pour l'économie malienne. Donc je pense que plus tôt on arrivera à aplanir nos différends, mieux ce sera, et pour nous et pour notre pays frère. Et je pense que aujourd'hui, il faut aller vers ça immédiatement et renouer les discussions au sommet de l'État pour nous permettre d'arriver à une solution. Okay. Quel est votre regard justement sur la démocratie, la diplomatie malienne? Est-ce qu'aujourd'hui, cette diplomatie, est-ce qu'elle vous rassure, l'action diplomatique du Mali, est-ce qu'elle est rassurante? Il y a eu un gros changement en termes de vision de ce que nous sommes dans la sous-région et dans le monde. Personnellement, et au niveau de la Ligue, nous ne comprenons pas beaucoup certaines démarches diplomatiques, certaines prises de position et la façon de le faire. Nous pensons que en matière de diplomatie, chaque mot compte. On a eu des mots très très durs, très très sévères envers certaines personnes et envers certains États. Et nous aurions aimé ne pas voir ce genre de choses. On peut dire les choses quand on n'est pas d'accord, mais en choisissant les mots. Et voilà. Mais ceci dit, quels que soient les impairs du passé, il faut les corriger et avancer. Okay. Et parlons maintenant de la lutte contre la corruption. Voilà, depuis un certain moment, on parle de lutte contre la corruption. Est-ce que vous pensez que c'est juste un effet d'annonce et que la lutte contre la corruption n'a pas besoin, c'est pas du spectacle, par exemple? Est-ce que vous pensez aussi que là aussi, il y a une réelle volonté de lutter contre la corruption? Il faut faire confiance à notre justice jusqu'à la manifestation de la preuve du contraire. Mais encore une fois,
au lieu de traquer chaque fois ceux qui ont mal géré les biens publics et dépenser encore d'autres ressources publiques pour essayer de corriger le dégât qui a été commis, nous insistons sur la prévention. Il faut éviter que les agents publics aient la possibilité de dépenser autrement l'argent public. La prévention est plus efficace. Une fois que le dégât est commis, en réalité, les pertes sont irréparables. Donc, nous insistons, essayer de corriger, essayer de sanctionner. La sanction, en réalité, on est même arrivé aujourd'hui à une sorte de banalisation de la sanction des faits de corruption ou d'autres choses. Donc, aujourd'hui, j'ai même envie de dire, plus personne n'a peur de la sanction. Parce que, bon, voilà, on a essayé de sanctionner, on n'a pas sanctionné, on a dit qu'on va sanctionner, on n'a pas sanctionné. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on lutte contre la corruption, ça ne fait peur à personne. Donc, dans ces conditions, il faut jouer sur la prévention. Et je pense que ce sera la clé de la réussite de la lutte contre la dilapidation des biens publics. Okay. Si on vous pose une question générale, où va la transition? Qu'est-ce que vous répondez? La transition doit nous acheminer vers un régime constitutionnel, légitime, légal et régulièrement installé. Donc la transition se dirige vers l'élection présidentielle au moins. C'est ce que les autorités de la transition ont dit. Donc voilà. Et nous espérons que ce serait dans les mois, semaines à venir et qu'on va s'atteler à organiser ces élections. Général, on est carrément à la fin de l'émission. Si vous avez un message pour les téléspectateurs, vos militants qui nous regardent ce soir sur Joliba TV News, c'est quoi le message? C'est en fait un message de rassemblement, de mobilisation autour du Mali. En fait, on a un pays qui est très malade en ce moment, pour beaucoup de raisons, qui vit une crise depuis plusieurs années et il faut... le pays a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles. Donc, c'est dire aux Maliens de continuer à se mobiliser, de ne pas se diviser autour des questions en réalité qui ne doivent pas nous diviser. Ensuite, peut-être je vais profiter. Voilà, c'est la Coupe d'Afrique. Oui. Notre équipe nationale a eu la chance de se qualifier pour les quarts de finale. Donc, nous souhaitons bonne chance à notre équipe nationale. Mais surtout, nous faisons un appel aux supporters maliens que le fair play, c'est sur le terrain, mais aussi c'est en dehors du terrain. Qu'on gagne, qu'on perde, voilà, il faut manifester dans la joie, il ne faut pas casser, il ne faut pas insulter. Et voilà, après la victoire, nous aurons les demi-finales, mais s'il n'y a pas victoire, nous aurons d'autres occasions pour montrer que l'équipe malienne sait jouer au foot et que nous aimons le football. Ok. Votre pronostic déjà, parce que alors, si vous devez faire un pronostic pour ce match-là? Je pense que le Mali va gagner par 1 but à 0. Quel est votre... Justement, le Mali, l'équipe du Mali, quelle appréciation? Est-ce que vous avez joué dans le temps? Oui, je pense que nous avons le potentiel d'aller encore plus loin, d'aller très loin. Et nous avons le potentiel j'ai envie de dire, de remporter cette CAN. Mais ce qui nous manque, peut-être, c'est... on a des jeunes joueurs. C'est peut-être la maturité et l'expérience. Mais je pense que même sans ça, ce qu'on a montré pendant la phase des poules et aussi le match contre le Burkina Faso, je pense qu'ils ont les arguments pour aller très très loin. Okay. Merci Moussa Sinko Koulibaly, vous êtes le président de la Ligue démocratique pour le changement. C'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. Plaisir partagé. Bonne chance et merci de passer ici quand vous le voulez, quand vous le souhaitez. Merci infiniment. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Joliba TV News. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 10h et le samedi à midi 00. Rendez-vous est pris à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission en toute liberté. Au revoir.
liberté.